c'est doux. Mon smiley, il est tout doux. Puis après, je lui mets du parfum sur l'œil gauche, l'œil droit. Et ça sent bon. Quand je suis pas bien, je le prends et je le sais. Je ne l'entendais pas dans le micro. Dans cette vidéo, je vais vous parler de confinement. On parle plus que de ça. Comment faire pour pas déprimer, pour pas stresser, quand on est confiné chez soi, parce que c'est une obligation, on ne peut plus sortir. Sauf si on a la chance d'avoir un petit bout de jardin. Et si on a un petit bout de jardin, d'avoir aussi la chance de pouvoir marcher dans son jardin. Pas être comme moi, de pas pouvoir, de pas être valide et d'avoir besoin de quelqu'un pour marcher. Bref, parce que là, je peux pas marcher dans le jardin. Je peux faire quelques pas, mais pas plus. Bref, quand on a été confiné pendant 5 ans à cause d'une phobie sociale, on ne pense pas au confinement qui a été imposé pour des questions vitales, qui est de tous nous sauver, hein. En fait, pas nous sauver, c'est de réduire au maximum le risque de contamination et donc avoir de nouveaux décès, de nouveaux cas. C'est retarder au maximum, en fait, pour pas qu'il y ait un boom de l'épidémie, quoi, pour ralentir l'épidémie et qu'on voit venir. Donc moi, ça a des effets positifs, à condition que ça marche. Il y en a qui disent que ça serait mieux de ne confiner que ceux qui sont testés positifs. Bref, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc moi, forcément, ça m'évoque cette période de ma vie où j'ai été confinée chez moi. De manière naturelle, je l'ai fait parce que j'avais des attaques de panique tellement énormes que ma solution pour me protéger moi, c'était de ne plus sortir, de ne plus m'exposer, en fait, à ce qui me faisait peur. Et ce qui me faisait le plus peur, c'était la vie sociale, en fait. C'était me confronter à un prof à la fac, me confronter à des gens qui allaient me juger. Voilà, c'était ça dans ma tête. À l'époque, j'avais pas du tout confiance en moi. Et puis, même chez moi, j'avais des crises d'angoisse, mais chez moi, je pouvais le gérer plus facilement. Ma mère avait compris, elle avait dit à mon père, tu la laisses tranquille. J'avais des problèmes par rapport à la nourriture pour manger avec comment dire, il fallait que je sois vraiment dans le calme, bref. Donc j'ai vécu pendant 5 ans en recluse chez moi. Quand je devais aller chez le dentiste, souvent j'y allais très difficilement et quand j'y allais, ça m'arrivait des fois d'annuler au dernier moment parce que j'avais trop peur. Aller chez le psy, c'était pareil. Il y a des fois où j'y allais pas. Parce qu'en fait, quand on est dans ce qu'on appelle la phobie sociale ou l'agoraphobie, parce que la nuance entre les deux n'est pas énorme non plus, c'est pour moi, dans le cas de la phobie sociale, c'est pas que j'avais peur des gens, c'était que j'avais peur de mon propre regard. En fait, si vous voulez, je me portais, le regard que je portais sur moi, c'était moi qui le portais sur moi, c'était pas la personne en face, j'imaginais qu'elle pensait ça de moi, en fait. Alors qu'en fait, c'était moi qui pensais ça de moi. Ce que je disais, c'est que donc quand on est dans la phobie sociale, on a un comportement d'évitement. Et donc, au départ, c'était vital pour moi, c'était vraiment de me protéger, d'avoir le moins possible, le moins d'angoisse possible, le moins de crise de panique possible. Les crises de panique, c'est quelque chose d'assez horrible. On a besoin de mourir. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est difficile. Je pense, moi au début, je me suis dit, mais tout le monde connaît au moins ça un jour, mais non. Parce que c'est une peur démesurée et qui n'est pas contrôlable et qui est souvent sans fondement, sans raison apparente. Et donc, quand on entre dans ce comportement d'évitement, ça crée un cercle vicieux, et plus ça va, et plus on reste chez soi, on est bloqué. Alors, ce qui m'a aidé à m'en sortir, ça a été ma passion pour l'élevage de chats, et pour les expositions. Petit à petit, j'ai exposé des chats, donc je suis sortie. J'ai été aussi aidée j'ai fait par un psychologue que j'ai vu à l'époque, j'ai fait un psychothérapie de groupe qui a été très très intéressante. Et petit à petit, je me suis sortie. Et à un moment donné, quand je me suis rendu compte que j'allais bien mieux, et quand j'ai repris la fac, et que je suis allée, j'ai pris le train, je suis allée m'héberger à l'hôtel, j'étais toute seule, et j'étais allée
faire des examens à l'époque à Grenoble, à l'université permanente France, on s'est dit, ça y est, elle est sortie d'affaires. Et effectivement, j'ai guéri de la phobie sociale. Et progressivement, je suis sortie de chez moi et de mon cocon. Et ce qui est assez troublant, c'est de se dire que quand je suis tombée en dépression, je me suis renfermée moi-même. Et par la suite, quand on a su que j'avais la sclérose en plaques, c'est le handicap qui m'a enfermée, qui m'enferme. Parce que on ne peut plus marcher comme avant, quand on ne peut plus courir, plus marcher, qu'on a besoin d'une canne ou pas, ou qu'on a peur de tomber, pas d'équilibre. Parfois, on a besoin d'un fauteuil roulant pour faire un parcours un périmètre de marche plus long. Et là, on réalise que c'est la maladie qui engendrait un handicap, on est à mobilité réduite, qui nous limite. Et quand on découvre le fauteuil roulant et qu'on accepte, on se rend compte que cette limite, on peut ne pas se l'imposer. C'est-à-dire qu'en fait, on va se dire, ok, je vais prendre le fauteuil. Voilà, alors c'est pas toujours évident de pouvoir être autonome complètement non plus, parce que l'accessibilité au fauteuil roulant est compliquée. Et puis après, on a une autre limite, un autre handicap, c'est la fatigue chronique. Quand on nous dit, ah, t'es bien, ce soir on va s'amuser, non, je peux plus parce que je suis fatiguée, alors c'est pas non plus systématique, c'est pas tout le temps, mais voilà. Il y a les troubles, ce qu'on appelle les troubles invisibles, le handicap invisible, avec les troubles visuels, les troubles urinaires aussi, les douleurs, bon, tout ça. Et donc on réalise que, eh bien, c'est la maladie qui finalement nous limite. Avant c'était la phobie, maintenant c'est la maladie. Et en 2020, depuis mars 2020, c'est le coronavirus. Voilà. Alors, moi en tant que malade chronique, ça m'est difficile, comment dire. Pour moi, psychologiquement, je me dis, bon, je comprends très bien, je vais suivre à la lettre qu'on nous conseille, parce que le but c'est quand même qu'on puisse limiter le nombre de contaminations. Et j'ai pas du tout envie d'être contaminée, même si je ne suis pas, heureusement, j'ai bien fait, je n'ai pas accepté le traitement de fond que le neurologue me proposait, à savoir un immunosuppresseur, parce que je me suis dit, mais si en période hivernale, s'il y a une épidémie de grippe, je vais avoir trop peur de la choper, même si je suis vaccinée, même si il vaccine contre la grippe, contre le staphylocoque, j'aurais trop peur de moindre virus de le choper, et je ne pouvais pas savoir qu'elle allait avoir le coronavirus, mais heureusement. Moi, je n'aimerais pas être à la place de ceux qui sont supprimés, bref, qui ont eu ce traitement pour réduire leur système immunitaire, pour pouvoir calmer la maladie. Voilà. Je préfère vivre avec la sclérose en plaques que mourir du coronavirus. Et mourir tout court d'ailleurs. Enfin, même s'il y a des fois, comme toute personne qui a la sclérose en plaques, je pense, des fois on y pense au suicide, on y a pensé, même pas au suicide, mais à se dire, ouais, j'en ai marre de cette vie, je vais avoir une bonne crise cardiaque et hop, on n'en parle plus. Mais l'instinct de survie est là et ça te pousse ouais, lui, ah mais ma mère, j'aurais bien aimé lui dire, ah, mère, t'as vu ce qu'on vit en ce moment, j'aurais bien aimé discuter avec elle, elle est plus là. Et je me dis, j'ai pas envie de mourir de coronavirus, parce que j'ai envie de savoir comment ça va finir cette histoire en fait. C'est cool. C'est pas que pour ça que je... Et quand on a, ouais, face à ces questions éthiques en disant, s'il y a une personne malade qui a 30 ans, valide, mais qui est malade de coronavirus, qui est vraiment en état grave, il va falloir faire un choix si on n'a pas assez de lits, pas assez de matériel, voilà, qui on va soigner en priorité. À côté, vous avez une vieille dame qui a 90 ans. Vous allez vous dire, bon allez, attends, entre le 30 ans et 90 ans, la probabilité, la chance de pouvoir guérir, c'est quand même plus la personne qui a 30 ans que 90 ans. Et puis la personne qui a une sclérose en plaques, 50 ans, comme moi. Qu'est-ce qu'elle vaut? Ça fait penser à un dessin animé, La Noiraude. Et pour on m'a dit que la blanche, elle va aller de noir. C'est un peu ça. Bref, et c'est horrible de dire ça. Et en plus, là, je viens de voir qu'il y a une dame
de 95 ans, je crois, qui a survécu au coronavirus. Waouh! Donc au final, peut-être qu'on va mettre les soins pour la personne qui a 30 ans, alors qu'elle va pas vivre. Et à côté de ça, la personne de 90 ans qui aurait peut-être survécu. Et puis on n'est pas là pour décider qui doit mourir ou qui doit être secouru, quoi. Après, on a ce qu'on appelle des directives anticipées, où on peut décider à l'avance si on accepte ou pas un soignement thérapeutique. Bref, est-ce qu'on peut considérer que mettre quelqu'un en soins si elle ne peut pas respirer, c'est un soignement thérapeutique? Quand c'est quelques jours, non. Après, si c'est mettre sous la machine pendant un mois, peut-être que là, on commence à se poser la question. Mais bref, et c'est horrible, quoi. Je sais plus pourquoi je parlais de ça, mais ouais, donc moi je parlais du suicide, mais je sais plus. Ça y est, j'ai oublié. J'ai oublié le fil de ma conversation avec moi-même. Ouais, donc même si par moments ça nous arrive, ça nous est arrivé tous, je pense, de se dire la vie avec cette maladie est difficile, surtout quand on est passé en mode secondaire progressif ou quand on est en domaine progressif, où on sait qu'il n'y a pas d'espoir de rémission. C'est difficile, vraiment psychologiquement, il y a des problèmes qui se posent. Et des fois, on a envie de baisser les bras en disant j'en ai marre, j'en ai marre. Seulement, on n'a pas envie de mourir, vraiment. Enfin, comment dire, on a du mal à renoncer à cette vie. Et comme je disais tout à l'heure, moi, ça m'arrive de me dire, en fait, ça m'est déjà arrivé une fois de vouloir me suicider, je ne l'ai pas fait. Ben oui, c'est con de dire ça, Christelle, on se doute bien que tu l'as pas fait, sinon tu ne serais pas là pour en parler. À l'époque où j'avais 25 balais, où j'ai failli enfin, je me serais suicidée comment? En me jetant du haut du troisième étage. Je me suis dit, si je me loupe, puis même si je me loupe pas, ça va faire mal. Et puis, ce qui m'a retenu, c'est de me dire, même imagine, si c'était resté en vie, et que dans 5 ans, peut-être que tu auras une vie heureuse, et imaginer me dire, ouais, me dire, là ça va pas, mais imagine-toi, si tu tiens bon, dans 5 ans, peut-être que tu seras heureuse. Et de pouvoir être visionnaire en me disant, bon, dans 5 ans, comment je serai? Si on me dit que dans 5 ans ça ira, je tiens le coup. Et là, c'est pareil, me dire, mais euh, si on résiste à ce virus, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que finalement, de ce mal, on va pas pouvoir en tirer des choses positives? Et en tout cas, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Pour toutes les personnes qui vont survivre, eh bien, c'est que ça apporte quelque chose de positif. Et c'est, je crois qu'il faut, c'est ça un peu la leçon qu'il faut tirer de tout ça. Est-ce que notre mode de vie a fait que, bon déjà, les Chinois, il faudrait qu'ils arrêtent de manger n'importe quoi. Arrêtez de manger les animaux, arrêtez. Ouais, je dis ça, mais bon, moi aussi j'en mange les animaux. Bon, je mange pas les chauves-souris, hein, c'est pas trop mon truc. Mais c'est difficile de changer les coutumes des gens, c'est vrai. En tout cas, voilà, ça fait beaucoup réfléchir. Et en même temps, on est là, on dit, bon, vivement qu'on soit dans un mois, on va peut-être revoir un peu plus, un peu éclaircir les choses. Déjà, tous ceux qui sont porteurs, qui sont contaminés par le virus, soit ils vont donc le déclarer, hein, c'est le but un peu de ce confinement, de cette quarantaine. Quand on n'a pas pu tester tout le monde et lui dire ceux qui sont malades ou qui vont être malades peut-être, restez chez vous, en tout cas soyez en quarantaine, eh bien on met tout le monde en quarantaine. Et après on fait le tri. Alors t'es malade, à l'hôpital, et donc j'ai hâte de me dire que moi je ne l'ai pas chopé. Il y a encore quelques jours à attendre. Après, on peut encore se contaminer, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être encore, sûrement même, contaminés sans le savoir, porteurs sains. Quand on va faire les courses, on ne fait pas les courses directement, mais c'est mes aides de vie qui y vont. Bref, j'ai hâte qu'on soit sorti de cet épisode difficile, et j'espère qu'il n'y aura pas une deuxième épidémie au mois de septembre, comme certains disent, comme il y a eu par la grippe espagnole, qui a fait 10 millions de morts, costauds, après la guerre de 14-18. Et c'est intéressant finalement de revisiter l'histoire par ce biais-là.
même si c'est quand même assez moche. Mais voilà, donc bon, c'était mes réflexions que je voulais avoir, vous partager. Mais c'est sûr que cette crise sanitaire, elle est historique, quoi. Et ça fait bizarre de se dire, ah, j'ai vécu ça. Et ma mère est morte avant de pouvoir le vivre. Elle a connu la maladie de Charcot, celle-là. Elle était en guerre dans cette maladie, pauvre. Elle n'a pas tenu longtemps, hein, parce qu'en quelques mois, elle était partie. Et donc j'ai une pensée aussi à toutes les personnes qui ont perdu un proche à cause de cette épidémie. Et je supporte pas. J'ai vu une vidéo d'un docteur qui dit, qui rigole quand en disant on a peur d'un virus. Mais le virus c'est bon, il en faut. Ça m'a permis au système immunitaire de se forger, quoi. Et les gens qui meurent, oh non, ce sont les vieux qui partent un jour. Je trouve ça horrible, quoi, horrible. Même si c'est vrai que quelque part, ça va faire le tri. S'il y avait que les bons qui restaient, mais c'est pas, en général, c'est pas ça. On dit souvent, ce sont les meilleurs qui partent en premier. Bref, non, je dis comme ce que je veux dire, c'est que, bah oui, c'est, comment dire, imaginez que, comment dire, moi j'ai mon père qui est en EHPAD, dans maison de retraite, et ils déconfinent dans leur chambre. Là, demain, ils nous proposent un Skype, enfin, une webcam avec mon père pour pouvoir continuer à partager avec lui. Ce qui est difficile parce que par téléphone, il y a beaucoup de mal par la parole. Au moins, on se verra. Et ça fait bizarre, quoi. Ça fait bizarre. Mais c'est bien. Parce que il est protégé, moi je suis protégée, chacun de notre côté. Mais quand même, ce qui est frustrant, c'est de se dire à cause d'un putain de virus, on peut plus te prendre dans les bras. Voilà. Là, je voyais ce qu'on appelle la cryothérapie. Il y a des gens pour les personnes qui sont très seules, très isolées, très confinées, du fait de leur parcours de vie, ils se retrouvent tout seuls, c'est la solitude, c'est quand même le mot terrible, quoi. Et là, à cause d'un putain de virus, on ne peut plus te prendre dans les bras, quoi. Alors que c'est quelque chose de naturel, on est des humains. Donc en tant qu'humain, on a besoin du contact. Et ça, c'est double effet coronavirus, c'est horrible. C'est que maintenant, on a tous des masques, quand on en a, des gants, et c'est tiens-toi à 1 mètre de moi minimum, je vais plus te voir. C'est horrible, c'est horrible. Là, je trouve ça horrible, quoi. Mais comme c'est vital, on le fait. Mais j'espère que ce virus, on va vraiment le massacrer, quoi. Parce que franchement, ouais, on va à l'encontre de notre naturel. Quand on est un être humain, on a besoin de contact. D'ailleurs, les nourrissons, si on leur donne pas de l'affection, ils en crèvent, quoi, c'est ça. Ça m'avait toujours scotché quand j'avais appris que dans les orphelinats, les bébés qui n'étaient pas manipulés, ils en mouraient. Ils mouraient du manque d'amour, quoi. Et ça, comme j'ai vu une photo d'un gamin de 2-3 ans qui disait restez chez vous, protégez-vous, restez chez vous. Ma mère, mes parents ne peuvent plus le prendre dans les bras parce qu'ils sont tous les deux infirmiers, quoi. C'est horrible, c'est horrible. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est que après, il y aura un deuxième épisode. Il y a eu la mai 68, il y a eu Baby Boom, etc. Mais là, je pense qu'il y aura le canin boom, je sais pas comment dire ça, quand on soit sûr qu'on n'a plus ce putain de virus, se rappeler qu'on est des êtres humains, quoi. Et je le vois, hein, il y a des gens la solidarité, c'est super important. Et quand autour de moi, on me demande, les aides de vie, elles viennent s'occuper de toi. Je dis, bah attends, t'imagines, si c'était pas le cas, comment je ferais? Comment je ferais? Et d'ailleurs, je me dis, si moi je tombais malade, peut-être qu'elle me dirait, Christelle, on n'y va pas parce que nous on a des enfants, qu'on a d'autres personnes à s'occuper, et je veux pas du tout prendre le risque de choper le coronavirus. Et j'ai pas envie de me poser la question, parce que je me dis, bon,
j'espère que je ne vais pas tomber malade. Bon, c'est pas une personne super à risque non plus, hein. J'ai pas voyagé en Chine, je bouge pas beaucoup, je suis très chez moi. Je suis pas non plus dans une région, pour l'instant, en France, il y a beaucoup de cas. Voilà, mais ouais, j'y pense à tout ça, c'est sûr. C'est sûr. Voilà mes réflexions. Voilà. Donc, je vous les partage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Ciao.